Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, troisième de la saison. Je me tourne tout de suite au chat, il y a Kevin qui nous salue à l'heure pour le live. Pour une rare fois, Kevin, on te salue. On te remercie d'ailleurs pour toutes les questions que tu nous poses. Tu es très actif sur nos différentes publications. Je vous invite d'ailleurs tous à nous écrire. On vous a posé la question un peu plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce début de saison d'un NHL? On va en parler avec notre invité pendant la prochaine heure parce qu'il y a eu quand même plusieurs petites choses à retenir de ce début de saison en NHL. Je vous rappelle également que cet épisode sera disponible sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud un peu plus tard dans la soirée et demain matin. Et avant d'accueillir notre invité pour ce troisième épisode de la saison, j'ai une petite surprise pour vous. Il y aura un concours au cours de cette émission d'Overtime NHL parce que vous le savez, la Ligue nationale était de passage en Suisse un peu plus tôt au mois d'octobre et on en a profité, mon collègue Pascal Eberhardt et moi, pendant notre passage à la Post Finance Arena pour faire un peu de shopping et de vous dénicher des cadeaux qu'on va vous faire tirer, qu'on va vous donner tout au long de la saison. Et aujourd'hui, j'ai une écharpe à faire gagner, une écharpe Global Series souvenir SC Bern et Nashville Predators. Donc, une petite pièce de collection très agréable à gagner. Ça va être très simple. En fait, un peu plus tard dans l'émission, je vais vous poser une question. Je vais vous donner un indice et j'attendrai votre réponse. Le plus rapide à me donner la réponse à la question que je vais poser un peu plus tard dans l'émission se méritera cette merveilleuse écharpe souvenir des Global Series de la NHL qui était de passage du côté de Berne. Donc, sans plus attendre, on va accueillir notre invité de la journée. C'est Danny Gélina. Salut, Danny. Oui, bonjour. Ça va? Ben oui, ça va très bien. Et toi aussi? Oui, très bien, merci. Très heureux de te retrouver dans Overtime NHL. Tu seras de passage à quelques occasions, j'ose l'espérer, au cours de notre deuxième saison. Toi qui as fait quelques épisodes au cours de la première saison. Danny, première question que je veux te poser, parce que je l'ai posée aux internautes, je vais te la poser également. Qu'est-ce que tu retiens, peut-être la chose importante que tu retiens de ce début de saison à NHL? La chose je retiens le plus, c'est le début de saison de certaines équipes ou certains groupes qu'on avait un peu catalogués de plutôt de bas de classement. Et il y a deux équipes que j'aime énormément voir jouer en ce moment. On en a parlé, c'est Chicago, mais il y a aussi Détroit. Détroit qui fait quand même quelque chose de joli. Ça joue bien. C'est très, très plaisant de les voir jouer. Et ensuite, un groupe qui a été reformé, que je ne m'attendais pas forcément à ce niveau-là en début de saison, c'est les Bruins de Boston. Parce que c'est un groupe qui a été un peu reformé, si on peut parler ça comme ça. On est allé chercher Krejci qui est revenu. On a fait une ligne tchèque, on va dire. Et Brad Marchand n'a toujours pas commencé à jouer. Je crois qu'il va commencer à jouer ces jours. En tout cas, il a commencé à intégrer le groupe. Alors, ça, c'est ce que je retiens pour l'instant de ce qui est le plus beau aujourd'hui dans la NHL. Je suis d'accord avec toi, les Bruins qui sont une belle surprise parce que oui, on s'attendait quand même, le noyau reste avec Patrice Bergeron, avec Pasternak, mais on s'attendait à une très longue absence de Brad Marchand. Et aujourd'hui, il s'est entraîné sur le premier trio de l'équipe, donc je pense que c'était une opération aux hanches qu'il avait, Brad Marchand, aux deux hanches. Donc, non, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Bruins. Et le retour de David Krejci, évidemment, ça c'est très important aussi parce que c'est un deuxième centre de qualité pour la NHL. Hein. Sans Patrice Bergeron, on aurait même pu être premier centre de cette équipe-là pendant de nombreuses années. Donc, je suis bien d'accord avec tes débuts de saison. Les Red Wings de Détroit aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est une équipe qui est passée par une longue reconstruction et qui, là, en particulier avec Maurice Seider, là, je nomme que lui parce que c'est un défenseur qui a gagné le Calder la saison passée, qui est voué à un très, très bel avenir. Le Calder, évidemment, c'est pour la recrue de l'année. Et non, c'est une équipe qui sera très intéressante à voir jouer dans les prochaines années. Il y a Kevin qui nous dit un sacré battant, ce Brad Marchand. Oui, très vrai. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Claude Julien lors du premier épisode d'Overtime NHL. J'en avais parlé de Brad Marchand. Et il avait été très élogieux à son endroit, là, même si on connaît toutes ces frasques qu'il a fait quand même au cours de sa carrière. C'est un cheval qu'on doit contenir quand même. Non, mais c'est un joueur qu'on veut avoir dans son équipe, mais qu'on déteste énormément lorsqu'on joue contre.
Il y a un joueur qui lui ressemble un petit peu avec beaucoup, beaucoup de mesures, ce que je dis. C'est un genre de joueur à l'époque où Charvet il fatiguait un petit peu tout le monde. C'est un joueur comme ça. J'aime C'est bien un la joueur comme ça. comparaison. Ouais, j'aime bien la comparaison. Je veux voir que tu détestes affronter, mais que tu adores avoir dans ton équipe. Exactement, ouais, ouais, ouais. Et qui va toujours. En tout cas, c'est un joueur avec qui tu vas partir à la guerre à n'importe quel moment. Ouais, ouais, et qui a gagné une Coupe Stanley d'ailleurs avec les Bruins de Boston. OK, on va Ouais. parler quand même joueurs suisses parce qu'on a eu des questions qui rejoignent les joueurs suisses en NHL. Léonard d'ailleurs qui vient nous écrire. Salut Jonathan, comment vois-tu ou expliques-tu le départ des Prédateurs de Nashville? Danny, je ne sais pas pour toi, c'est un bel événement de venir jouer en Europe. C'est un bel événement pour les clubs, mais c'est beaucoup de distractions aussi. Et je ne sais pas si tu as le même avis que moi, mais les deux équipes qui sont venues jouer en Europe ont un début de saison catastrophique. Les Prédateurs Oui. de Nashville et les Sharks de San Jose. Est-ce que tu vois peut-être une liaison entre le côté médiatique de venir en Europe, de venir jouer en Europe et d'ensuite rentrer et d'attaquer un championnat? Oui. Est-ce que tu vois une corrélation entre les deux? Ouais, j'ai pas fait la corrélation de toutes les équipes avec qui c'est arrivé, mais je sais que j'avais parlé avec quelqu'un qui tournait autour de la NHL, et c'est pour ça que les équipes font très attention à ce genre d'événement parce que la NHL a 21 jours de camp d'entraînement et le jour de voyage aller, le jour de voyage retour compte dans les 21 jours. Alors tu perds énormément de temps. Décalage horaire, OK, vous allez me dire que les joueurs sont relativement habitués à ce genre de détails, mais vous perdez 2 jours de camp d'entraînement ou de travail. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur place, vous avez un. J'ose même pas penser comment était fait la journée de Romagnosi quand il était ici. Ça devait être très fatigant. J'ai été même surpris de voir la qualité de son match parce que je pense qu'il a été vraiment surbooké. Parce que la NHL, elle vient pour faire de la promotion. Alors, les joueurs sont là pour promouvoir. C'est pour ça qu'ils sont venus à Berne. Et Romagnosi a eu l'aide un peu, je pense, de Niederreiter. Ça, je pense que ça l'a un peu déchargé. Mais je pense qu'il y a trop de distractions, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de voyages. Et les joueurs se déconnectent de la réalité de leur quotidien général. C'est un peu comme si vous faites une Coupe du Monde. Hein, c'est en plein mois d'août, hein, si on en parle pas mal encore. Là, c'est complètement différent, mais là, c'est un peu pareil. Et moi, je pense que les joueurs sont déconnectés de leur quotidien. Puis en Ouais. plus, ils perdent du temps. Ils perdent énormément de temps parce que, comme je le répète, les jours de voyage, aller-retour, sont comptabilisés. Ils n'ont pas 2, 3 jours de plus que les autres parce qu'ils ont ce voyage dans les pattes. Oui, j'ai entendu dire aussi que, bon, on a vu sur les différents réseaux sociaux, je crois que c'était de la NHL ou des Prédateurs de Nashville, Roman Josi qui, après le match, est allé d'un discours dans le vestiaire pour remercier ses coéquipiers et tout ça. Moi, ce que j'ai entendu entre les branches, c'est que les joueurs des Prédateurs ne prenaient pas vraiment... prenaient plus ce voyage-là comme... un team building, on fait la fête, on s'amuse, on visite Berne. Et pour Roman Josi, lui, c'est important de bien performer devant sa famille, ses amis, où il a grandi à Berne. Et lui, il prenait très au sérieux. Et le message, évidemment, il est magnifique, le message et tout, mais derrière, c'était un peu un soulagement de sa part de dire, ben merci les gars, on l'a gagné, j'ai marqué 2 buts, ça fait une belle soirée, tout ça. Mais il y a cet aspect aussi que dans un camp d'entraînement, tout est tellement intense, important. Et là, tu relâches pendant ton camp d'entraînement avant de commencer ta saison. 2 matchs consécutifs, t'es pas chez toi, t'es pas dans ta patinoire. Il y a quelque chose. Je pense que Roman Josi ne voulait pas revivre le scénario des Flyers de Philadelphie à Lausanne. Hein? Ouais. Un match sur une jambe, puis ils se sont fait surprendre. Alors ça, il ne voulait pas le revivre. Alors, tu as raison de dire que pour Roman Josi, c'était pas quelques jours de vacances. C'était quand même très intense pour lui émotionnellement et sportivement. Par contre, comme tu le dis, moi, je pense que les joueurs ont déconnecté du quotidien d'un camp d'entraînement. Et tout le monde sait qu'un camp d'entraînement, il y a énormément de jeunes de joueurs qui travaillent fort pour essayer de gagner soit des minutes de glace, soit des postes dans les trios, ou soit tout carrément un poste dans le groupe. Et là, tu t'en vas, c'est pas facile. C'est pas facile, on va pas les plaindre, mais ça les déconnecte de leur quotidien d'un camp d'entraînement qu'ils ont l'habitude. Et ça explique aussi probablement le début de saison parce qu'on avait la question également comment on explique que se passe-t-il avec Timo Meier. Moi, je trouve que ça explique aussi les performances de l'équipe
explique aussi les performances de Yossi et de Meyer. Quand ça va débloquer pour ces deux joueurs-là, ça va débloquer et là, ils vont commencer à obtenir leurs points. Parce que je regardais les statistiques de Roman Josi. Il est très utilisé, évidemment. Là, c'est en moyenne 26 minutes par match, 25-26 minutes par match. Lors de la dernière rencontre contre les Flyers de Philadelphie, il y a 5 jours, c'était 29 minutes 45 secondes pour Roman Josi. Et je regarde ses statistiques. Il finit à -2. Évidemment, il joue tellement souvent ça, c'est tel que tel. Il n'obtient pas de points, mais quand tu regardes ses tirs au but, 7 tirs contre les Flyers, 7 tirs contre les Kings de Los Angeles, 5 tirs contre les Stars de Dallas 4 jours plus tôt. Il tente sa chance. Quand ça va finir par rentrer, ça va finir par rentrer, mais il faut aussi remettre en perspective que sa saison de 96 points de la saison dernière, c'est une saison exceptionnelle. Là. Il ne va pas répéter ça chaque année. Non, puis les autres le savent aussi. Hein. À un moment donné, les gardiens, les joueurs, ils savent aussi, ils connaissent le joueur et ils ne pourront pas répéter ça. Et leur talent, c'est justement de s'adapter, de comprendre ce qui se passe. Et puis, parfois, ça prend un petit peu de temps. Et ça, c'est évident. Mais je me fais un peu moins de soucis pour Roman Josi que Timo Meier. Timo Meier, hein, cet été, avec le nouvel directeur général, je ne sais pas trop comment ça va aller. On parlait de discussion, puis lui, il n'était pas prêt à partir sur des discussions avec Timo Meier pour l'instant. Alors, ça l'a peut-être un petit peu démobilisé. Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, je pense que Timo Meier, c'est un diesel. Je pense qu'il faut lui laisser du temps, il faut laisser chauffer laisser chauffer la machine et effectivement, ça va venir. Oui, la saison dernière, il a connu la meilleure saison de sa carrière, lui aussi, avec 35 buts, 76 points. C'était aussi une saison où on voyait particulièrement beaucoup de buts la saison dernière en NHL. Ça semble s'être un peu... Moi, je trouve que ça se replace quand même un peu. Là, on a moins des 7-6, des scores à haut écart. Je pense que ça va se fermer un peu et les équipes d'ailleurs, lorsque tu regardes certaines équipes, ils ont un peu plus aussi intégré des défenseurs inside, hein, c'est-à-dire des défenseurs des défenseurs, des gars qui savent défendre. Tout le monde n'a pas le droit de faire ce que Cale Makar et puis Roman Josi, même Siders parfois le font, c'est de prendre un peu le jeu à leur compte. Lorsque vous avez ces joueurs-là sur la glace ou certains joueurs, on ferme le jeu et on revient un peu à un ancien système où on avait des check-in lines, c'est-à-dire des lignes qui étaient vraiment spécifiques. Et lorsqu'on joue à domicile, les équipes ne vont pas s'en plaindre. Ouais. On va rester dans le négatif de ce début de saison et je pèse mes mots, le négatif, parce qu'on a eu la question de Denis Malgin. Est-ce que le rêve de NHL est déjà terminé? C'est Jonathan qui nous pose la question sur Facebook. Denis Malgin, pour remettre en circonstance, il a joué 4 matchs depuis le début de la saison, a marqué une fois, c'était contre le Canadien de Montréal. Et depuis ces 4 matchs qu'il a disputés, a été laissé de côté, LT Scratch, donc en santé, mais laissé de côté par son entraîneur. Surnuméraire. Exactement, surnuméraire pour 3 matchs de suite. Et quand on regarde son temps d'utilisation, au dernier match qu'il a joué contre l'Arizona, 8 minutes 44 de temps d'utilisation, aucun shoot. C'est vraiment là, des statistiques complètement nulles pour les 3 derniers matchs qu'il a joués. Contre le Canadien de Montréal, en ouverture de saison, il avait obtenu 1 but. Il avait terminé avec 2 tirs au but, plus 2. Donc, ça avait été quand même un bon match dans les circonstances pour Denis Malgin. Danny, est-ce qu'on est trop tôt pour juger Denis Malgin sur son début de saison? Est-ce qu'on doit attendre qu'il ait plus de matchs à son actif? Est-ce que, dans la situation qu'on connaît avec son contrat à Zurich, est-ce que les Maple Leafs peuvent jouer un peu au yo-yo avec lui? On te fait jouer 3-4 matchs, on te laisse de côté 3-4 matchs. Est-ce qu'il va adhérer, tu penses, à une saison comme ça? Non, il ne va pas adhérer parce que ce n'est pas son tempérament, c'est un joueur. C'est vraiment un joueur, c'est un artiste. Il est victime de 2 choses, Denis Malgin. Il est victime. Moi, je pense qu'il a pris beaucoup de maturité et c'est pour ça qu'il se donne une 2e chance, voire une 3e. Et il faut beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour faire ce qu'il fait. C'est pas toujours évident. Les gens pensent que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout. Il était dans son jardin à Zurich, il était tranquille, il était dans un confort, il était vraiment dans un fauteuil tranquille et il s'est mis un peu en danger, il s'est mis un peu dans une situation compliquée. Pardon. Et il est dans une équipe
où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se ressemblent. Il y a énormément de talent là-dedans. Et dans une équipe qui fait pas le début de saison super mirobolant. Alors, il est peut-être un peu pris à partie et c'est peut-être le filon le plus facile pour l'équipe et le coach aujourd'hui à sortir que de sortir ces gros canons pour l'instant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Malgin va pas, il va se donner une chance, mais il va pas se brûler. Ouais, il y a Kevin dans le chat qui nous dit ne paye-t-il pas le retour du jeune aussi? Oui, évidemment, le retour de Nicholas Robertson. Bon, je ne sais pas si le site est à jour. Daily Face-Off, habituellement, est assez à jour niveau effectif des équipes. Selon ce qu'on voit habituellement, ils le mettent à jour après les entraînements matinaux et Dennis Malgin se serait entraîné, selon eux, sur le troisième trio aux côtés de Bunting et Jan Krok. À voir s'il aura cette chance de jouer sur le troisième trio. Mais ça va être difficile quand on regarde les deux premiers trios des Maple Leafs. Ça va être difficile de lui trouver un rôle sur ces deux premiers trios. Non. Alex Kerfoot, Austin Matthews, Mitch Marner, Nick Robertson, John Tavares, William Nylander et Michael Bunting sont Non, déjà là. contractuellement, tu ne peux pas les toucher. Exactement. Il faut dire ce qui est, là. C'est très difficile et c'est autant difficile de toucher ces joueurs-là à leur position à NHL que si vous avez Denis Malgin sur un premier bloc à Zurich et que vous devez le bouger. Alors, Ouais. c'est tout aussi dur, c'est compliqué. Et encore une fois, je dis que voilà, il y a beaucoup de courage, il se donne une chance et il va la prendre. Mais à un moment donné, les choses vont être assez claires qu'il va falloir qu'il décide à un moment donné si son hockey à lui est en NHL ou en Europe. On parle des Maple Leafs, on va rester un peu sur les Maple Leafs de Toronto parce que oui, c'est un début de saison difficile. 4 victoires, 3 défaites en 7 matchs pour les Maple Leafs. Ils ont d'ailleurs perdu à la maison contre les Coyotes de l'Arizona. Ouais. Et ça fait très mal à l'équipe. D'ailleurs, on a entendu les propos de l'entraîneur Sheldon Keefe après la rencontre, qui a été très dur avec ses stars, Austin Matthews, Mitch Marner, entre autres. Mais quand on regarde la situation à Toronto, il y a quand même un directeur général, Danny, qui n'a pas de contrat pour la prochaine saison. Là. C'est sa dernière saison de contrat. Et moi, je vais te poser la question aussi. Est-ce que tu penses que pour une équipe, ça fragilise peut-être un petit peu l'équipe de savoir qu'il y a un avenir qui en ce moment est certain? Parce que est-ce qu'on va le re-signer le DG ou pas? S'il y a des mouvements de personnel à faire, est-ce qu'il a carte blanche ou pas? C'est l'entraîneur Sheldon Keefe d'ailleurs qui est l'entraîneur qui a été placé par Kyle Dubas. Donc, lui, il sait très bien que son job dépend beaucoup de Kyle Dubas, qui est le directeur général. Tout ce climat-là, c'est un peu malsain, non, chez les Maple Leafs? Moi, je trouve ça malsain. La dernière fois qu'on a vu une situation du genre, c'est Marc Bergevin avec le Canadien de Montréal. Il a été viré, évidemment. Les Maple Leafs sont quand même en meilleure position que l'était le Canadien la saison dernière. Mais on sentait déjà chez le Canadien les questions, et on sait que le marché de Toronto est le même marché que Montréal, hein, c'est un marché très médiatique. Dès le début de la saison, ce sont les questions qui revenaient toujours. À Toronto, est-ce qu'on peut assister à ça aussi? Ouais, là, maintenant, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Kyle Dubas ne peut pas agir sans l'aval de la direction. C'est pas comme s'il avait un contrat de 2, 3, 4 ans devant lui. Les perspectives, ils sont pas devant pour lui. Et du coup, il n'a pas le droit d'échanger qui il veut, comme il veut. Il peut pas signer son coach pour essayer de protéger son coach. Il dit, tiens, je vais te faire un contrat de 3 ans, comme ça, s'il se passe quelque chose, au moins, tu es à l'abri. Il ne peut plus rien faire. Il a les mains complètement liées. Il faut l'aval complet de son patron. Et ça, c'est quand même une position qui est très compliquée pour un directeur général, parce que les joueurs le savent. Les agents, les joueurs qui sont en renégociation potentielle, ça ne bouge pas. S'il y a des échanges à faire, ça ne peut pas bouger. Les jeunes joueurs qui sont dans l'organisation, ils sont complètement dans le vague. Alors, ça pose énormément de problèmes. C'est un poste aujourd'hui où, en principe, on ne démarre jamais la saison sans avoir re-signé ou changé ton DG. Parce que aujourd'hui,
le quotidien est compliqué et l'avenir est encore plus compliqué, voire pas possible. Et il ne faut pas oublier que aujourd'hui, hein, vraiment, là, on est vraiment fin octobre, toute la direction, c'est-à-dire la direction du player development, c'est-à-dire du développement des joueurs, scouts, recruteurs, ils sont déjà au travail pour la draft du mois de juin. Il faut le savoir, ça. Je veux dire, c'est déjà entre les recruteurs qui sont dans le monde professionnel, c'est-à-dire les recruteurs qui s'occupent des évaluations des joueurs qui sont en NHL et les recruteurs amateurs qui, eux, supervisent tous les talents. Eux sont au boulot, ils sont au travail et il leur faut une ligne directrice. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on doit faire attention? Défense, gardien. Bon, gardien, on sait que maintenant, on ne cherche plus tellement en première ordre parce qu'on sait qu'un gardien jusqu'à 22 ans, c'est assez compliqué. Alors, du coup, on ne va pas brûler, mais tout le monde est en travail et là, tout est bloqué. Alors, du coup, c'est une situation très inconfortable pour Toronto, mais de toute façon, ça va bouger assez vite, ça, c'est sûr. Oui, qu'il soit viré ou qu'il soit prolongé, c'est certain que ça va bouger vite. Je pense Oui. que c'est une patate chaude en ce moment à Toronto et c'est un marché tellement médiatisé que tu peux pas te permettre ça, surtout dès la première série de défaites, comme on vient de le voir en début de saison. Ben, c'est tout de suite les questions qui reviennent. Est-ce qu'il va être encore là? Est-ce qu'on fait le ménage? Puis reste que c'est une équipe à prendre au sérieux. Il y a 8 matchs de jouer dans la saison. Ça va absolument... Pour l'instant, non, là, il ne faut pas paniquer. Là, on peut pas paniquer, mais c'est quand même une situation inconfortable pour tout le monde. Il y a deux styles d'équipe en NHL. C'est-à-dire, vous avez... c'est pour ça que quand tout à l'heure, j'ai parlé des Blackhawks de Chicago et des Détroits. Eux le savent très bien. Et la direction générale, Yzerman, c'est pas un nouveau-né. Hein, et c'est exactement ce qu'il fait. Il a probablement demandé à son groupe global d'être prêt dès le début de saison parce qu'il sait très bien qu'il y a énormément de points à prendre en début de saison. Il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas forcément prêts dès le départ parce qu'il y a des groupes qui ont joué longtemps la saison dernière. Les vacances ont été plus courtes. Alors, les camps d'entraînement ne sont pas les mêmes. Alors, du coup, les joueurs sont prêts un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'on a une prévision au niveau de la préparation physique, technique, tactique avec le groupe. Il y a des groupes qui n'ont pas beaucoup changé. Alors, du coup, tu n'es pas obligé d'aller aussi vite dans le détail. Alors, ça va aller doucement. Ça va. Et ça, on le sait. Je pense qu'on prend les Avalanches, on prend Tampa Bay, par exemple, si je prends les deux finalistes. C'est des équipes qui se connaissent très bien et puis qu'il n'y a pas de panique à bord et puis que si ça ne commence pas forcément sur la bonne jambe, ils savent qu'ils peuvent retomber et puis qu'ils vont trouver les solutions et les ressources. Par contre, des équipes comme Chicago, Détroit, tout ce qui est pris au début est à prendre et souvent des équipes jeunes qui sont un peu avancées parce que Détroit est un petit peu plus avancé que Chicago dans la construction, si on va dire. Eux savent que c'est tout de suite qu'il faut prendre des points puis éventuellement se mettre peut-être, pourquoi pas, à l'abri pour passer l'hiver. Je vais dans le chat. Il y a Anthony qui réagit à la question d'Oubas. Il dit autant dire qu'il ne sera plus là l'an prochain, le coach non plus. Et Kevin abonde dans le même sens. Il dit, comme dit Anthony, ils ne seront plus là. Trop d'échecs vu ce que vise Toronto, mais en même temps, ils ont encore une équipe pour aspirer à la Coupe Stanley. Il y a Julien qui dit, bon, à Toronto, on sort toujours au premier tour, alors ils ont le temps d'être prêts. Évidemment, c'est toujours compliqué en playoff. Les gens de Montréal vont dire, ouais, ils sont au premier tour. Oui. Ouais, donc ce sera un dossier très intéressant à suivre, celui des Maple Leafs de Toronto. On va maintenant passer... Ce qui dérange, excuse-moi, si je veux juste faire un petit parallèle, ce qui peut éventuellement déranger un petit peu Toronto, c'est que ça fait 2-3 ans qu'ils vivent à peu près tranquilles par rapport à ce qui se passe à Montréal. Alors du coup, là, Montréal commence à secouer un peu. On parle beaucoup de Montréal, Montréal par-ci, Montréal par-là, et on sait très bien que Montréal-Toronto, il y a quand même une très grande rivalité. Et à un certain moment donné, je ne mettrai pas ça au même niveau que Ambry-Lugano, là, mais quand il se passe quelque chose à gauche, on prospecte énormément pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et là, à un moment donné, si ça ne se passe pas bien, mais on prend souvent des décisions où les journalistes de Toronto ou de Montréal sont assez pesants. Oui, ça c'est vrai. Je prends quelques secondes pour vous rappeler notre concours qu'on va faire un petit peu plus tard dans notre émission pour gagner cette magnifique écharpe des Global Series qui se sont passées ici à Berne.
Ce sera un petit peu plus tard. Je vais vous poser une question dans l'émission et le premier qui répondra juste à la question se méritera cette magnifique écharpe des Prédateurs de Nashville et du CP Berne. Pièce de collection. Ils vont tous être prêts, là. Ça va suivre bientôt dans l'émission. Écoute, Danny, on va passer du négatif au positif parce que moi, il y a deux joueurs qui ont retenu mon attention depuis le début de la saison. Il y a un d'eux sur qui on a reçu une question. C'est Kevin qui nous posait avant l'émission. Que penser du début de saison de Nico Hischier? Peut-il continuer pour atteindre un nouveau record de points? Parce qu'il faut rappeler que la saison dernière, Nico Hischier, je crois, c'était 60 points la saison dernière qu'il a obtenu. Et c'était, oui, exact, 60 points en 70 matchs. C'était son plus haut total en carrière. 7 points en 6 matchs pour commencer la saison. Danny, est-ce que tu le vois battre ce record de 60 points? Bon, déjà, la première chose qui est très importante pour Nico Hischier, c'est de rester en santé. Ça, s'il reste en santé, je pense qu'il est capable de faire une saison à 70 points. Je pense qu'il s'en dirige pas trop mal. Et 70 points sur 82 matchs, c'est pas rien. Hein. Il faut y aller. Hein. Par contre, ce qui se passe à New Jersey, ben voilà, c'est une situation globale. C'est une situation globale. Ça tourne bien, ça travaille bien. Il y a des joueurs qui commencent. Hein, Jesper Bratt, qui est quand même assez aussi, est assez chaud aussi. Alors et Jesper Bratt, il a été quand même l'ailier de Nico Hischier pendant presque 2 ans. Alors, c'est des joueurs qui sont un peu, je dirais, plus en développement. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui deviennent de plus en plus confirmés. Et il ne faut quand même pas oublier qu'une saison à 60 points à Nico Hischier cette saison ne serait pas une mauvaise saison parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose. Il faut quand même remettre tout en perspective. Nico Hischier fait beaucoup de choses que McDavid ne fait pas. Hein, Nico Hischier, c'est un joueur qui va être utilisé en désavantage numérique. C'est un joueur qui va être utilisé en avantage numérique. C'est un joueur qui va être utilisé contre les meilleurs centres en face, contre les meilleurs trios. Alors, Nico Hischier est capable d'accepter ça. Puis Nico Hischier va accepter de gagner 2-1, de ne pas avoir de points, mais d'avoir les 3 points sur la table. Enfin, les 2 points sur la table pour permettre à son équipe et à son groupe de gagner. Et c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait le joueur qu'il est aujourd'hui et c'est ce qui fait aussi pourquoi il est capitaine dans une équipe comme New Jersey. Et il est voilà, rentré, c'est ce que je pense. Ouais, et c'est très intéressant. Il est rentré dans la Ligue nationale tellement jeune aussi, Nico Hischier. On semble oublier qu'il a 23 ans seulement. Donc, il commence ses meilleures années en carrière. C'est un joueur qui, au début de sa carrière, était déjà le pilier d'une attaque qui s'en allait nulle part, parce que oui, on a eu Taylor Hall, mais il est parti rapidement. Ensuite, on a été en reconstruction, on a repêché Jack Hughes. Jack Hughes, on l'a fait rentrer très vite aussi, mais du coup, c'était pas encore ça pour Jack Hughes. Donc, Nico Hischier, dès qu'il est rentré dans la Ligue, a eu quand même beaucoup de pression en étant le premier au total. Moi, avec la saison qu'il nous a montré l'an passé, là, j'ai l'impression qu'il est devenu un joueur mature, complet. Pas qu'il n'était pas mature avant, mais dans son jeu, mature, complet. Et là, il peut même penser parfois plus offensivement. Et c'est certain qu'il va faire, c'est le genre de joueur qui va faire passer l'équipe avant lui. Mais là, il peut être plus créatif offensivement. Il peut nous montrer un peu plus offensivement. Et comme c'est Jack Hughes, la pierre angulaire de l'attaque des Devils de New Jersey pour faire des points, pour faire le spectacle, ben Nico Hischier va amasser sa quantité de points. Et s'il reste, en santé, moi, je suis convaincu qu'il va approcher du point par match peut-être. Moi, je ne serais pas surpris qu'avant longtemps, on le voit à 1 point par match. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, tout ce qu'il apporte aujourd'hui, il l'a depuis qu'il est arrivé en NHL. Hein? On le sait, on le voit. Ce qui l'a empêché d'exploiter tout son potentiel à tous les niveaux, c'est sa maturité physique. Et parce que psychologique et mental, tout le monde le dit, c'est un joueur qui a probablement quelques années d'avance, mais son mental a des années d'avance sur son physique. Et tranquillement, ça va un peu s'équilibrer. Et là, on est peut-être un peu à l'équilibre qu'il cherche depuis quelques années et qui n'est jamais évident non plus, hein, parce que c'est pas facile de développer le physique lorsque tu es blessé. Tu ne développes pas le physique quand tu es blessé. Hein. Tu récupères plutôt de ta blessure et ensuite tu sautes dans l'action.
Et c'est difficile. Et là, aujourd'hui, s'il arrive à avoir la maturité physique équivalente à sa maturité mentale, vous allez avoir un sacré joueur. Et là, il va pouvoir exploiter vraiment tout son potentiel à son meilleur niveau. Oui, ce sera très intéressant. C'est vrai que la Ouais. maturité physique fait beaucoup. Et à 23 ans, justement, tu es beaucoup plus mature physiquement. Là, je regarde ça reste quand même un joueur qui n'est pas très lourd, mais qui est quand même très explosif, qui a un bon coup de patin. 6 pieds 1, 175 livres. Là, pour les gens ici, ça parle pas. Mais c'est un joueur qui est quand même qui est pas très Non, imposant mais physiquement. c'est pas quelqu'un qui a une grosse masse. C'est pas Non, quelqu'un c'est qui a ça. une grosse masse, mais il arrive un moment où, comment je pourrais expliquer ça? Vous prenez un joueur qui sont très, très grands, très jeunes. On a l'impression que c'est des monstres. Ils sont gros, ils sont grands, alors du coup, ils sont forts. Mais on oublie quand même que la maturité physique du joueur, si jamais il a 15 ans, il a 15 ans. En dedans de lui, il a 15 ans. Alors, ses muscles, ses tendons, les os, tout ça a toujours 15 ans. Mais quand tu regardes le bonhomme, il est grand, il est gros, et tu dis, ouais, allez, vas-y, mon grand, toi, t'es bon. Non. La maturité physique, parfois, il y a des joueurs à 21, 22, 23 ans, ils l'ont seulement. Ils l'ont pas tout de suite. Et aujourd'hui, pour avoir de la maturité physique, il faut avoir eu la chance de ne pas trop avoir eu de blessures. Et moi, je pense que les blessures qu'il a eues à l'entrée de la NHL et tout ça l'ont retardé sur son développement de la maturité physique. Il s'est concentré plutôt sur la rééducation au lieu de se concentrer sur l'entraînement. Et du coup, ça l'a retardé d'une année ou deux. Et voilà, ça peut expliquer qu'à 22, 23 ans, un joueur, et surtout les grands joueurs, la maturité physique, elle vient un peu plus tard. Parce qu'eux, ils ont des gros problèmes de coordination et aussi de récupérer leur centre de gravité qui bouge en permanence. Et souvent, quand que ça se stabilise, c'est là que les joueurs sont. Ben, regardez Chiara, par exemple. Ouais. Chiara, à 22-23 ans, à une HL, c'était pas joli, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il a fallu qu'il reparte de l'autre côté. Pardon. Repartir de l'autre côté, en Europe, puis revenir avec une maturité qui était parfaite pour lui. Et du coup, ça l'a lancé pour la NHL. Et puis, on voit la carrière que ça a fait. Oui, c'est drôle que tu parles de Chara parce que oui, il vient de prendre sa retraite. On parle d'une grande carrière, une carrière qui va le mener au temple de la renommée. Mais c'est vrai que moi, je me souviens en particulier de lui très peu à ses débuts avec les Islanders de New York. Mais je me souviens beaucoup de lui avec les Sénateurs d'Ottawa. Et on parlait que de robustesse. On parlait pas d'un futur gagnant du Trophée Norris à ce moment-là. Il était dans la jeune vingtaine. C'est vraiment lorsqu'il est arrivé à Boston que là, c'est devenu le Chara qu'on a connu. Futur membre du Temple de la Renommée et défenseur qui a remporté le trophée Norris, là, remis au défenseur de l'année. Mais c'est vrai, ça revient à peu près à ça. Et meilleur exemple également que j'ai cette saison à la draft, il y a un défenseur qui a été drafté par les Coyotes de l'Arizona. Là, il fait 6 pieds 7, c'est un Québécois. Ouais, un Québécois. Il fait 6 pieds 7, là, c'est quoi? Je ne saurais pas dire en mètres, là, c'est sûr, c'est plus de 2 mètres, ça c'est sûr. Ouais, on ne doit pas être loin du 2,04 m ou un truc comme ça. Ouais, écoute, j'ai que ces mensurations. Et là, vous pouvez peut-être m'aider dans le chat. Là. Il fait 6 pieds 7 et il fait. Il est à 202 livres. Donc, lui, ça va lui prendre du temps également, justement, à gérer tout ce corps-là, mais il peut devenir quand même. Les Coyotes veulent en faire un monstre, c'est comme ça qu'ils l'ont dit à nos collègues de LNH.com. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. C'est le genre de joueur que ça prend du temps. Il faut être patient avec ça. Beaucoup de travail hors glace, athlétique de base, et ensuite ramener tout ça sur la glace. Et puis ensuite, faire un gros travail. Je sais que Bruce Cassidy, à Boston, était un fervent, un grand amateur au niveau des exercices sur des espaces très restreints. Il aimait beaucoup le 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 dans des espaces très restreints. Que pour lui, c'était le meilleur moyen de développer les qualités techniques et mentales, c'est-à-dire de vision périphérique, et être capable de jouer dans des petits espaces. Et il disait que même dans les dernières années de Chara arrivait encore à se développer en travaillant dans des exercices de ce type-là. Alors, c'est long, il faut être patient et j'espère juste que les Coyotes vont encore exister quand lui il va être prêt à jouer. Ils vont peut-être être ailleurs dans un autre marché. Julien nous dit 2,4 m, donc 6 pieds 7. Et 202 livres, c'est à peu près quoi? 92 kilos, quelque chose comme ça. J'ai eu Maxime Montandon qui fait 2,04 m
je peux vous dire que sans travail et beaucoup, beaucoup de persévérance, tu n'y arrives pas. C'est impossible. Ouais. C'est énormément de travail. En tout cas, je suis bien placé pour en parler. Ouais. Ouais. Maverick Lamoureux, son nom Maverick, d'ailleurs, à cet espoir des Coyotes de l'Arizona, choix de première ronde la saison dernière. On va revenir, avant de continuer sur les Coyotes, on va revenir sur les Devils parce qu'Anthony nous a demandé, les Devils ont fait un saut en qualité depuis l'an passé. Feront-ils enfin les playoffs? Danny, oui, c'est une meilleure équipe. Moi, j'aime beaucoup l'ajout d'Andrei Palat également dans ce groupe-là. Mais quand on regarde la division métropolitaine, ça va être compliqué, j'ai l'impression, pour les Devils de se qualifier en playoff. On peut penser aux Rangers de New York, on peut penser aux Capitals de Washington, aux Penguins de Pittsburgh, aux Hurricanes de la Caroline. Rapidement, je place ces 4 équipes-là encore devant les Devils du New Jersey. J'ai l'impression que ça va être compliqué, mais en même temps, il y a Luke Hughes qui va arriver la saison prochaine, le frère de Quinn et de Jack, qui est un défenseur. Un défenseur, oui. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être... Parce que là, il est dans la NCAA, dans les universités américaines. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus là, l'an prochain, qu'on va avoir un réel saut de performance et de résultats des Devils du New Jersey avec ce jeune défenseur prometteur. Je pense que les Devils du New Jersey vont jouer la carte playoff le plus longtemps possible. Parce que, voilà, c'est normal. Et les garçons vont le faire. Mais je pense qu'ils ne vont pas brûler les gars pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont permettre à tout le monde de continuer leur développement à tout niveau. L'équipe, elle est trop jeune. Parce que, oui, il y a des joueurs qui jouent à NHL depuis quelques années, mais regardez, tu en as parlé tout à l'heure, hein, Nico Hischier, on a l'impression qu'il y a 35 ans. Là, c'est des gars qui jouent à NHL très jeunes et on a toujours l'impression qu'ils sont vieux. L'équipe, elle est trop jeune pour la brûler et elle a encore besoin de profondeur. Je ne sais pas dans les buts comment ça peut aller jusqu'au bout. Et comme en défense, c'est toujours pareil. Hein. C'est bien beau d'avoir une bonne attaque. Je pense que les Oilers d'Edmonton ont montré à tout le monde que d'avoir une attaque tonitruante sans avoir une bonne arrière et un bon gardien dans les buts, tu ne peux pas marquer 8 buts tous les matchs. Ouais. Alors, peut-être un petit peu court. Ouais. Je dirais que si on prend la référence d'un 400 mètres, je crois qu'il leur manquerait la finition. Je crois qu'il leur manquerait le dernier 100 mètres. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être sur la fin que ça va jouer, mais c'est quand même une équipe qui est beaucoup plus agréable à voir jouer que ce que c'était avant. Elle est joueuse. Elle est plaisante à voir jouer. Et je fais le parallèle avec les Red Wings de Détroit. C'est des équipes qui sont enthousiasmantes. Et je crois que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je pense pas que les Devils vont brûler tout le monde. Je crois que c'est le contexte dans lequel ils veulent que l'équipe joue. Et ils ne vont pas brimer les joueurs pour dire, écoutez les gars, vous commencez à patiner en marche arrière parce qu'il faut bloquer le jeu et puis absolument jouer à l'ancienne des Devils de New Jersey, hein, lorsqu'ils avaient gagné la Coupe Stanley avec Jacques Lemaire. C'était ultra défensif quand même, c'était moins enthousiasmant, mais ils avaient gagné la Coupe Stanley. Et je ne crois pas que des équipes comme les deux que je viens de nommer, New Jersey et Détroit, sont partis dans une dynamique qu'ils veulent respecter, ils veulent garder. Et puis, ils veulent que les garçons restent dans cette dynamique-là. Mais pour rester dans cette dynamique-là, ils vont manquer de profondeur. Ils vont manquer, de profondeur sur les bases arrière. Ouais. Les Devils, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de promo pour la NHL sur MySports. Les Devils qui seront en action dimanche contre les Blue Jackets de Columbus. Et c'est d'ailleurs notre match de la semaine qui sera présenté sur MySports, donc dès 19h. Si je ne me trompe pas, c'est sur MySports 6. Quoi qu'il en soit, vous verrez samedi, il y a toutes les annonces, les affiches donc qui seront diffusées sur nos différents médias sociaux. Oui, c'est MySports 4, donc dès 19h sur MySports 4, le match Columbus-New Jersey. Donc, on pourra voir évidemment Nico Hischier et Siegenthaler également à l'œuvre. Il y aura 2 autres matchs samedi qui seront diffusés en anglais sur MySports. On va prendre une petite pause dans ce Overtime NHL pour faire notre fameux tirage de cette écharpe spéciale Global Series de NHL. Et ma question... Je suis prêt.
Un certain Dégélina qui nous écrit. C'est pas truqué, hein? La question, elle est bien simple. Le premier qui répond se méritera cette écharpe souvenir. Je veux que vous me donniez le nom du joueur suisse qui a marqué le tout premier but suisse de la saison d'NHL en 2022-2023. Donc, c'est arrivé au début d'octobre. Le joueur suisse, le tout premier joueur suisse à avoir marqué cette saison dans un match de NHL, de saison régulière. Donc, j'attends vos réponses. Et le premier qui aura la bonne réponse se méritera cette écharpe. Sans dire la réponse, Annie, est-ce que tu sais de qui je parle? Oui. Parfait. J'aurais pu gagner. Enfin, faut déjà que j'ai la bonne réponse. Oui, c'est ça. Meilleure chance la prochaine fois. On va continuer quand même en attendant les réponses parce que je pense qu'il y en a qui cherchent. Non, ça doit bien noter, là. on a une première réponse et ce n'est pas exact dans le chat. Ce n'est pas Timo Meyer, donc c'est Kevin qui tentait sa chance avec Timo Meyer. On va parler quand même d'un autre point positif que moi j'ai relevé. On n'a pas eu de question là-dessus, mais je veux qu'on en parle. C'est J.J. Moser, comme on le... Oh, et on vient d'avoir la bonne réponse sur le chat. C'est Sergei Nino Niederreiter qui a marqué le tout premier but suisse de la saison avec les Prédateurs de Nashville. Donc, écris-nous sur MySports, sinon je vais te contacter là, via le live dans la soirée pour que tu nous donnes tes coordonnées. Tu as remporté cette magnifique écharpe CP Bern Nashville Predators. Donc, on va t'envoyer ça à la maison. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, Sergei, qui est le vainqueur de cette écharpe. Pour en revenir à J.J. Moser, Yannis Moser, qui... J'adore ce surnom, J.J. Moser. Ils sont capables de donner des surnoms à tout le monde, eux autres. Parce que Yannis Moser, c'est beaucoup trop long à dire, hein, évidemment. Et il connaît un très, très bon début de saison. 4 points en 6 matchs avec une équipe, évidemment, qui a un contingent assez faible, les Coyotes de l'Arizona. Mais quand on regarde, et c'est ce que je te parlais avant le début du live, Danny, quand on regarde son temps d'utilisation, c'est toujours plus de 22 minutes. Je crois que c'était du premier match ou d'un des premiers matchs de la saison contre les Bruins de Boston. Il a joué 27 minutes, 26 secondes. Il a du temps de jeu en avantage numérique. Il joue sur les 2 premières paires de l'équipe. Il a vraiment la confiance de son entraîneur. Écoute, moi j'écoutais parce que les Coyotes ont joué également contre le Canadien de Montréal. Match d'ailleurs dans lequel Moser a marqué son premier but de la saison contre le Canadien de Montréal. Et les journalistes nord-américains parlent de Yannis Moser comme un défenseur offensif, un espoir de grande qualité pour les Coyotes de l'Arizona. 22 ans seulement. Évidemment, pour un défenseur, ça prend toujours plus de temps de se développer. Mais quand même, Yannis Moser est en train de se faire un nom du côté de la NHL. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui de jouer en Arizona avec un contingent faible ou une mauvaise nouvelle parce qu'il y a peut-être moins d'exposure. Je pense que les deux ont du positif, ont du négatif, mais il joue sous André Tourigny, qui est un ancien coach junior, qui est un gars qui est capable de développer les jeunes. Je pense que ça peut grandement l'aider en Arizona. Ben, moi, je pense qu'il est bien placé. Je pense qu'il est à la bonne place. Et il est à la bonne place. Il y a du temps de jeu. Il n'y a pas forcément une pression... La pression du résultat, elle est partout en NHL, mais la pression à Montréal, par exemple, ne serait pas la même forcément. Et c'est un gars qui me paraît relatif. Je ne le connais pas personnellement, hein, mais quand on le regarde, ça donne l'impression que c'est un garçon qui est assez calme, un gars qui est assez introverti, comme ça, à regarder. Son jeu, au départ, était assez introverti aussi, et c'est pour ça que peut-être là, il commence un peu à s'extérioriser, à prendre plus d'initiatives. Il a plus confiance aussi. Il sait dans quel environnement il est aujourd'hui. Il est dans une organisation qui lui fait confiance. Forcément, c'est presque le capitaine de route de la défensive. Alors forcément, il est bien en place. Et je pense que pour son développement de 2, 3, 4 ans, c'est très, très bien pour lui. Après, je pense que l'avenir va s'ouvrir à lui. Et je pense que c'est tout bénéfique pour lui. On parlait de maturité tout à l'heure avec Ishii, mais je pense que c'est très important pour lui de prendre la maturité dans toute la globalité, physique, technique, mentale, tactique, connaître la NHL. C'est pas du tout la même chose qu'en Suisse. Et du coup, je pense que c'est un garçon qui peut apporter quelque chose.
je dis pas, je peux pas le mettre dans le même panier que Roman Josi, mais il y a quelque chose qui se ressemble énormément, c'est que c'est des garçons qui passent à l'action et qui parlent très peu. C'est des garçons qui se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Ils ne cherchent pas forcément l'exposure, parce qu'on ne peut pas dire que Romagnosi cherche l'exposure absolument. L'exposure vient à lui parce qu'il l'amène, parce que forcément, c'est le meilleur, enfin, moi je dis que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, mais ce n'est pas lui qui va la chercher, ce n'est pas Piquet Souban, par exemple. Piquet Souban, lui, va chercher l'exposure. Romagnosi ne va pas la chercher, Moser ne va pas la chercher. Et c'est des garçons qui font leur travail et qui se développent. Et puis, je pense qu'il y a une similitude entre les deux, sans parler du niveau de jeu. Hein. Attention, hein, faut y aller doucement. Là. Ouais. Mais je parle juste de la façon dans laquelle les garçons veulent amener leur carrière. Oui, il y a des questions. Ça réagit dans le chat à propos de Moser. Je parlais de l'exposure hein, qui est moins du côté de l'Arizona. Ça a de l'avantage et ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, à travers la Ligue nationale, on en parle très peu de Yannis Moser. L'avantage, c'est que même s'il fait 2 erreurs dans un match qui coûte 2 buts, il n'y a personne qui va en parler dans les médias le lendemain. Tout le monde s'en fout en Arizona. Et ça a l'avantage de peut-être moins jouer dans la tête, de garder les choses simples, de jouer avec moins de pression. Et c'est très bon pour son développement. Et on va lire quelques questions, quelques commentaires. Il y a Kevin qui nous dit pour JJ, il est, je pense qu'on peut le dire, établi chez les Coyotes, mais aurait-il sa place et un si bon rôle ailleurs? Évidemment pas. Oui, à Montréal, oui. À Montréal, oui. Il y a des... Évidemment, il y a des endroits. Montréal, il ferait du bien à Montréal, il ferait du bien à Toronto. Mais est-ce que dans une équipe aspirante, il aurait sa place? C'est par exemple, parce que là, non, on parle la prochaine étape, c'est sa prochaine étape. On parlait de maturité tout à l'heure. Et moi, je sais qu'on ne va pas envoyer tous les Suisses à la même place, mais une équipe comme New Jersey qui cherche à établir un peu de profondeur dans son équipe en défense, ben, c'est le joueur sur lequel je commencerai à mettre le clignotant et je dirais à mon staff recruteur, écoutez les gars, moi je veux quelqu'un qui suive ce joueur-là presque en permanence. Ouais. Non, ben, c'est... Moi, une équipe, un peu comme tu dis, qui est aspirante aux playoffs, oui, il aurait ce rôle-là. Je pense qu'il pourrait jouer sur une deuxième ou une troisième paire. Une équipe aspirante, quand tu regardes l'Avalanche du Colorado, quand tu regardes le Lightning de Tampa Bay, je le vois moins avoir le même rôle déterminant. Je sais pas, à un moment donné, Sergachev à Tampa Bay, Sergachev, Moser... T'as raison, il faisait beaucoup d'erreurs, Sergachev. C'était pas... Quand il est arrivé, quand tu joues avec Edman, ça te rend encore plus beau. Hein? C'est plus facile de jouer avec Edman. Hein? Mais Sergachev, c'est pas le joueur c'est pas une assurance tout risque. Hein? Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais non, il a un très, très... Comment je pourrais dire? Moi, je dis qu'il y a un bon potentiel. Et Exactement. Si moi, je serais directeur général d'une équipe, je mettrais quelqu'un dessus et ce serait probablement quelque chose que je réfléchirais dans un échange avant Noël. Oui, un très gros potentiel. Et je reviens au premier choix du dernier repêchage des Coyotes de l'Arizona, qui est Maverick Lamoureux, qui est un gros défenseur plus défensif. Certainement que dans l'organigramme des Coyotes, dans quelques années, on voit certainement ces deux-là, peut-être une connexion avec Moser qui pourrait plus porter à l'attaque, Lamoureux qui est plus physique et défensif. Et il y a des combinaisons. Parfois, il y a des équipes qui flashent sur un joueur. D'ailleurs, clairement, les Coyotes avaient flashé dessus pour le repêcher en deuxième ronde à 20 ans. Donc, ils le voulaient absolument. C'était leur premier choix cette année-là, d'ailleurs. Et clairement, ils ont un plan pour lui et pour l'instant, mais ça l'aide. Anthony, il dit qu'il faudra juste qu'il évite de prolonger trop longtemps en Arizona. Je pense que quand les millions arrivent et que le contrat, la stabilité arrive, peut-être qu'il s'y plaît d'ailleurs dans le désert de l'Arizona. Il est très bien là-bas, lui. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage qui me paraît très introverti. Et peut-être que dans un premier temps, la qualité de vie et puis, comme on dit, hein, quand tu étais établi puis tu sais où tu es, moi, je pense que le prochain contrat qu'il va avoir, ce ne sera pas le contrat qui va faire éclater la banque. Ça va être le suivant. Oui, le contrat pont. Voilà, le contrat de carrière. Le contrat de carrière, il va être un petit peu plus tard. Un peu comme
Yosi avait signé un contrat de transition au départ. Et ensuite, il va faire sauter la bombe. Ouais, et on parlait du contrat de Yosi, il était quoi, à 4 millions, je pense, c'était une Ouais. aubaine, là, Ah non, Roman Yosi. c'était vraiment pour être capable de rester dans le salary Ouais. cap, puis être capable de garder à l'époque euh, Tyler Ennis en défense, Ellis en Ryan défense, Ellis, Ryan Ellis, Piquet Subban, il y avait Shea Weber. Ils voulaient garder les quatre et garder les quatre avec des salaires qu'ils méritaient tous, ça aurait été impossible. il y avait Ekholm, Ah voilà, il y a eu le cherchez le mot. quatuor, il y avait Weber, Ekholm, Ellis et Yosi. Par la Oui, suite, évidemment, Weber a été échangé pour Subban. ouais, c'est Mais ça, ouais, oui, voilà. Puis il y avait Weber comme numéro 7, je crois. ouais, exact. Yannick Weber comme numéro 7. Alors, tu vois, c'était un peu l'idée, et ça, c'est des joueurs de franchise qui peuvent faire ça. C'est-à-dire que Yosi savait que la franchise, c'était un joueur de franchise et il savait que le contrat qui suivrait derrière, il serait récompensé à double titre, c'est-à-dire récompensé par ses performances et récompensé par le fait que c'est un joueur qui a voulu s'investir dans la construction d'un groupe à long terme. Ouais, et pour revenir sur la signature éventuelle, parce qu'évidemment, il y a un contrat d'entrée de 3 ans, donc il reste 2 saisons à son contrat. Quand il va prolonger, l'Arizona, niveau hockey, c'est peut-être pas la chose la plus incroyable en Amérique du Nord, mais tous les joueurs qui passent par les Coyotes de l'Arizona disent à quel point, niveau familial, niveau vie personnelle et tout, l'Arizona, c'est vraiment une très, très Hmm. belle région, très bel État américain où c'est très agréable de vivre. Donc peut-être qu'il décidera C'est de pas pour rien que choisir. Shane Doan est resté là presque tout à cas. Ouais, C'est pas pour rien non exact. plus. Hein. Et lui aussi, il aurait pu faire sauter la banque Bien ailleurs, ouais. bien ailleurs. Et je dirais que la qualité de vie et puis tout le reste qui va à côté est très important aussi. C'est pas évident toujours hein, de certaines villes. Hein. Tu vois, quand tu joues à New York, il faut être solide. Hein. New York, à Vegas. À Vegas, faut être sérieux hein, parce que ça peut partir vite en vrille. Hein. Ouais. Euh, Julien nous dit il a rejoint l'Arizona pour rejoindre la Grande Ligue et il va devoir jouer dans une patinoire plus petite que la Tissot Arena. Sacré contraste. Je voulais en plus m'en Euh, aller là. Merci Julien pour ton message. Parce que j'ai vu aujourd'hui des images du vestiaire visiteur pour le premier match à domicile des Coyotes dans leur nouvelle patinoire de 5000 places, patinoire universitaire, là, la Mullet Arena. mhm. Et le vrai vestiaire visiteur n'est pas terminé, donc ils ont placé des paravents, des toiles sur une patinoire de pratique. Écoute, ça a plus l'air d'un centre de vaccination COVID que d'un vestiaire professionnel de hockey. On va jouer devant 5000 spectateurs, ça c'est si c'est plein. Avec une section debout comme en Suisse, ça par contre, les joueurs ont bien hâte de voir ça. Il n'y aura certainement pas la même ambiance qu'en Suisse, par contre, disons-le. On va être en Arizona. Il faut bien qu'ils la remplissent quand même. Ces 5000 places, c'est rien à Montréal, mais pas certain qu'en Arizona, ça va être sold out à chaque soir. Moi, Danny, je comprends pas la Ligue nationale. Je comprends pas parce qu'on n'a pas été patient avec Atlanta. On voyait que ça s'en allait nulle part. On persiste avec la Floride, qui cette fois a une bonne équipe, qui engendre un tout petit peu de revenus quand même. Et on persiste surtout avec les Coyotes de l'Arizona qui, sans le partage des revenus, parce qu'il faut le dire, là, les équipes font un bénéfice chaque année. Ce bénéfice-là est mis dans une enveloppe redistribuée à part égale parmi toutes les équipes. C'est pas tout le bénéfice des équipes, là, mais c'est une partie Non, des bénéfices. un pourcentage C'est un par rapport pourcentage qui est oui. redistribué égal à toutes les équipes et ça sauve les Coyotes de l'Arizona année après année. Et là, on signe un bail de 3 ans dans cette patinoire de 5000 personnes et la Ligue nationale accepte ça. Accepte également qu'on accueille des équipes de NHL dans un vestiaire temporaire. Je ne comprends pas ce que Gary Bettman et la Ligue nationale veut faire avec cette franchise-là. Je ne m'explique pas ça. Bon, déjà, ça veut dire aussi que toutes les organisations ont accepté, hein, ça, il faut le savoir. C'est pas juste Gary Bettman qui a décidé, oui, moi, je veux. C'est toutes les organisations qui ont accepté. Et ensuite, on ne peut pas croire qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça, parce que sinon, moi, je ne comprends plus rien non plus. Ça, c'est évident.
On est moins patient. On veut pas les Nordiques de Québec et puis on veut s'en aller. On veut accepter ce genre de détails. Là, je pense qu'il y a des. On dit que avoir une équipe à Québec, c'est pas un bon marché. Là, moi, je pense que le Vidéotron, on le remplirait pas mal plus facilement qu'on pourrait remplir les 5000 places dans l'Arizona. Alors, moi, je peux pas croire que les droits de TV dans l'Arizona sont importants. Je vois que ça. Je vois que ça. Le marché dans ce coin-là, ça peut être que ça, parce que sinon, moi, je comprends rien. Je veux dire, en plus, on n'a aucune vision. Hein. C'est pas comme si ils vont jouer 3 mois et demi dans cette patinoire-là, et puis à Noël, ils vont retourner dans leur nouvel amphithéâtre. Je sais pas, là, je fais un parallèle, mais moi, si vous vous souvenez, mais je sais pas si les gens suivent ça aussi, mais les Vikings du Minnesota, c'est-à-dire une équipe de la NFL, a été obligée de déménager dans un stade de collège de l'Université du Minnesota. Le stade fait, je sais pas, 80 000 personnes, tu vois. Ouais, Alors, c'est pas un problème. Les stades sont différents, l'accueil est différent. Et ils ont fait ça pendant presque 2 ans pour que leur stade de métropole sorte de terre. Alors là, il y avait quelque chose de cohérent. Et en plus, il y avait quoi? Il y avait 3 ou 4 kilomètres d'écart. Il n'y avait pas un gros changement de différent. Mais là, il y a un changement radical. Et les loges, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Hein. Là, je suis un peu ignorant dans la situation parce que j'ai aucune idée comment on va faire l'accueil général, l'accueil des médias. Parce que quand on voit le nombre de médias, on voit la plateforme média de toutes les patinoires NHL, on se dit ils vont remplir, ils vont tout remplir. Hein. Juste les médias, l'installation, c'est incroyable. ouais, Les parce que statisticiens de la NHL, il ne faut pas oublier qu'il y a deux groupes de 6 ou 7 personnes. Un groupe qui travaille sur les ordinateurs, un groupe qui travaille sur les papiers, sur le papier, au cas où que les ordinateurs explosent. Alors, vous voyez, c'est énorme. Je ne sais pas comment ils vont faire pour placer tout le monde. et tu parles de cette fameuse galerie de presse. Les joueurs qui jouent pas, il y Oui. a les dépisteurs professionnels des équipes. Mhm. Parfois, pour un match, là, tu peux avoir 15 dépisteurs différents d'équipes professionnelles qui viennent jouer, voir jouer pour Bon, tu peux X ou facilement Y dire un par raison. équipe. Tu peux facilement dire un par équipe. Surtout à l'approche de la date limite des transactions, là, il y a C'est ça. toujours des gens qui viennent voir jouer les autres équipes. Je ne m'explique pas cette décision de la Ligue nationale. Il y a Julien qui nous dit même en 4e ligue, ici, on a des meilleurs vestiaires que ce que les joueurs vont avoir. Évidemment, c'est temporaire ce vestiaire, mais c'est quand même ridicule. Kevin qui dit, je pense que les Nordiques existeraient de nouveau s'ils étaient aux États-Unis. Le souci, c'est que c'est au Canada, selon moi. Il y a Mhm. plusieurs soucis pour moi avec les Nordiques. On va fermer cette Ouais. parenthèse. Parce que moi, j'ai l'impression que si les Coyotes déménagent, ce sera plus à Kansas City ou à Oui. Houston. Oui. Euh, Ce sont deux très grandes villes américaines, Très gros marché sportif. des gros marchés sportifs et des nouveaux marchés télévisuels à développer. Au Québec, au Canada, le marché télévisuel du Québec, donc de Montréal, Mhm. est déjà à pleine capacité. Oui, il est saturé, oui. Même si tu ajoutes une équipe à Québec, niveau télévisuel, tu n'ajoutes pas un nouveau partenaire, tu ne vends pas de nouveaux droits, et c'est là que c'est moins payant pour la Ligue Mhm. nationale. Et c'est pour ça que Kansas City et Houston ont tellement de belles visibilités. À Québec, oui, il y a un aéroport international, mais je vais le mettre en guillemets parce qu'il n'y a pas des vols qui viennent de partout aux États-Unis qui atterrissent là-bas. C'est un tout Mhm. petit aéroport. Ils ont commencé là, il y a quelques années à peine à faire des voyages dans le sud, donc d'aller dans les Caraïbes à partir de cet aéroport à Québec. Donc ça, c'est un autre problème. S'il y a certaines équipes qui doivent passer par Montréal, faire ensuite le trajet par avion, tu sais, faire un escale, Non, ça va pas le faire, trajet, ça. ça Non, marche pas. non. Donc, il y a plusieurs petits problèmes avec Québec. Et Québec, ça reste une ville où, oui, la patinoire serait remplie, mais il y a très peu de sièges sociaux à Québec, très peu d'argent, et la Ligue nationale ne compte qu'en Non. argent et pas Ouais. pour les spectateurs. Donc, Non, non. c'est pour ça que pour moi, Québec Non, c'est pour ça a moins de qu'aujourd'hui, chance. Québec a compris et Québec se dirige plus vers une équipe de la NBA. Québec veut, il y a un consortium qui s'est mis en route. La nouvelle ligue professionnelle de NBA, de basket au Canada, il y a 7 équipes, 7 clubs aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se dirige vers ça, parce qu'on sait que dans le Québec, c'est un marché qui est fermé au niveau du hockey. Et au niveau du baseball, ça risque d'être compliqué entre les deux équipes là, qui veulent faire moitié-moitié. C'est un peu compliqué. Ouais. Deux sujets qui nous restent, Danny, Ouais. en ouverture d'émission.
parmi ce que tu as retenu dans le début de saison de la NHL, tu avais mentionné les Blackhawks de Chicago avec un bon début de saison. Et sur Twitter, on a eu un message de Bouin qui nous dit « J'ai été très surpris par le bon début de saison des Chicago Blackhawks. Je pense que personne n'avait attendu de si bons résultats. 4 victoires consécutives, il faut le rappeler pour les Blackhawks. 4 victoires en 6 matchs. Comment expliquer la forme actuelle de l'équipe malgré son contingent très faible sur papier? T'expliques ça comment, Denis? Ben, tout simplement qu'ils sont plus près que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance et ils savaient que c'était là qu'ils pouvaient faire la différence. Et ils ont eu l'intelligence de le faire parce que le savoir, c'est une chose, mais être capable de le mettre en pratique, c'est autre chose. C'est surprenant. Je crois que tout est aligné. Parce que lorsqu'on sait aussi tout ce qu'on a entendu aussi sur Kane, Kane a marqué son premier but, simplement dernièrement. Il a mis du temps à marquer. Même lui, en ne marquant pas, les Blackhawks qui arrivent à faire quelque chose d'intéressant. Kourachev qui joue sur une autre planète. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu son dernier but, mais alors il a sorti aussi quelque chose de joli. Ouais. Alors, pour l'instant, tout est aligné pour eux. Et par contre, à mon avis, c'est une question de temps à un moment donné que le vent va tourner et ça va devenir compliqué. Puis ils vont, je pense, un petit peu prendre leur place, entre guillemets. C'est une question de temps. Ouais, c'est pas une équipe qui va se battre pour les playoffs loin Non, de là. non. Ils vont plus être Non, puis il va y en avoir mode... des changements. Il va y avoir des changements. Et la meilleure chose qui peut se passer pour les Blackhawks, il se passe en ce moment, c'est qu'il y a des joueurs qui ont sorti la tête de l'eau et qui deviennent très intéressants pour faire des échanges. Alors, il ne va pas tarder. Ça va vite aller parce qu'aussitôt qu'un joueur va devenir intéressant sur le marché, ils vont en profiter. Oui, et on peut penser déjà à Jonathan Toews, qui est sur le marché. C'est plus compliqué parce que santé, c'est moyen. Oui, mais c'est sa dernière année de contrat pour une équipe aspirante. Le mec a 3 Coupes Stanley, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est 3. Donc, et les Blackhawks ont l'espace sous le plafond pour retenir la moitié de son salaire. Donc, il peut devenir très intéressant pour une équipe comme 3e centre, une équipe aspirante. Un peu comme Perry fait un petit peu depuis 2-3 ans, c'est-à-dire il va consolider un groupe. Et t'amènes du leadership et un capitaine incroyable dans une équipe aspirante. Ça, c'est à ne pas négliger. Il faut juste qu'ils comprennent, un peu comme Perry, qu'ils comprennent son rôle et qu'ils acceptent son rôle et puis de répondre au dicton être et avoir été, c'est 2 choses. Ouais. Et il a tellement critiqué les Blackhawks que c'est presque évident qu'il n'y reviendra pas. Non. Parce qu'il a critiqué les Blackhawks dans la direction qu'ils vont et les décisions qu'ils prennent. Patrick Kane également devrait être échangé. Et lui, l'avantage qu'ont les Blackhawks, c'est qu'il lui reste 2 saisons de contrat en comptant cette année. Donc, sa valeur est extrêmement haute parce qu'une équipe qui va aller le chercher va avoir 2 ans ou 1 an et demi de Patrick Kane. Et lui, on sait à quel point sa valeur est encore immense. C'est un gars qui est capable de faire encore 95-100 points en cette ligue-là. Donc, Patrick Kane également qui devrait quitter. Moi, je ne serais pas surpris que les deux quittent cette saison. Si les Blackhawks vont dans le sens qu'ils vont, parce qu'ils ont échangé quand même Alex DeBrincat là, cet été, on voit clairement que eux, c'est la reconstruction totale qu'ils veulent faire. Ben, il faut se débarrasser de Toews et Kane. Tu peux pas te débarrasser de DeBrincat puis de pas te débarrasser de Toews, à moins que Toews aurait voulu rester, puis, mais il l'a pas démontré. Alors. Non. Les deux vont sauter. Et je vais dans le même sens que toi pour expliquer la forme actuelle de l'équipe. Tu parlais de la préparation. Va avec préparation le coaching staff. Et c'est la première saison de Luke Richardson à la tête de cette équipe des Blackhawks de Chicago. Qui il est, Luke Richardson? Un ancien défenseur de la NHL. Il a passé plusieurs années comme assistant coach avec le Canadien de Montréal. C'est d'ailleurs lui qui avait remplacé Dominique Ducharme en demi-finale d'association lorsque le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley il y a 2 ans. Quand ils ont battu Toronto, je crois. Non, c'était pas Vegas. C'était en demi-finale. Excuse. Et Dominique Ducharme avait eu le COVID et c'était Richardson qui avait pris sa place derrière le banc. Il n'y avait que d'éloges par rapport à cet entraîneur. C'est sa première expérience comme entraîneur-chef. Clairement, il a voulu bien préparer son équipe et c'est tout à son honneur. Moi, je vais un peu dans le même sens que toi parce que moi, ma raison d'expliquer, c'était Luke Richardson. La tienne, c'est la préparation et l'un ne va pas sans l'autre. Oui, non, je pense qu'il connaît très, très bien la Ligue et il savait très, très, très bien qu'il y avait un avantage à prendre à quelque part et s'il y avait un avantage à prendre, il était là.
Et il a eu l'intelligence de préparer l'équipe et puis de l'amener aussi dans ce projet-là. Et je pense que c'est très intéressant pour tout le monde. Moi, le début de saison des Blackhawks me fait peut-être un peu penser au début de saison des Flyers de Philadelphie. C'est une équipe qui ne restera pas dans la course aux playoffs longtemps cette saison. Je les vois pas là, mais l'effet Tortorella, l'effet du nouveau coach, a marché pour le début de la saison. Pas le même effet, par contre. Pas le même effet, pas le même genre de coach, mais en même temps, Tortorella, ça marche sur une courte durée. Et là, ben, il a réussi à bien préparer son équipe. Les Flyers également, qui connaissent un bon début de saison, là, avec quoi ils sont 4 victoires, 2 défaites, et eux aussi en 6 matchs. Mais encore là, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas très, très longtemps. À voir, peut-être que je me tromperai et je ferai un meilleur culpa ici sur Overtime NHL, mais c'est deux équipes que je vois descendre au classement. Non, les choses vont s'équilibrer. Ils vont s'équilibrer un petit peu après le premier quart de la saison. Danny, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live. Il nous reste un sujet à aborder parce qu'on a eu 2 questions qui allaient ensemble, qui allaient de pair. Jonathan qui nous demande, à votre avis, y a-t-il des joueurs suisses actuellement en National League qui ont les qualités pour faire un jour leur début en NHL? Et Kevin, lui, nous a posé la question, est-ce que David Reinbacher, sur les listes de recruteurs pour la draft, est-ce que c'est réaliste ou utopique, le jeune défenseur de Cloton? Danny, je les ai mis ensemble ces questions-là parce que je pense que c'est le seul joueur de National League en ce moment qui a vraiment un réel potentiel d'être drafté ou de jouer à moyen terme en NHL. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense beaucoup de bien. Je l'ai côtoyé la saison dernière et il était très jeune encore. Et c'est vraiment un joueur qui est impressionnant. Il a un bon gabarit, très bonne qualité de patinage pour son gabarit, des très bonnes mains. C'est un joueur qui démontre quand même beaucoup d'assurance. Sans embarquer, en tout cas, il est dans la bonne ligne, c'est-à-dire de ne pas embarquer dans l'arrogance, mais de rester dans l'assurance et d'avoir confiance en lui. Et je dis que c'est vraiment pas utopique de penser que c'est le défenseur, c'est le joueur qui va faire le saut en NHL et en tout cas, il est très intéressant comme joueur. Très, très intéressant. Il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à lui. Ça, c'est certain. Ah, c'est sûr. 18 ans, c'est un late. Là. Il est né le 25 octobre, donc il s'est dépassé le 15 septembre. Donc, c'est sa première année d'éligibilité. Il va avoir 19 ans donc quand il va être drafté. Mais honnêtement, je pense qu'on ne se trompe pas si on dit qu'il va être drafté. Un défenseur en plus, c'est tellement difficile de percer comme défenseur. Un défenseur à 18 ans qui joue National League avec une mauvaise équipe, on va le dire. La Cloton, c'est pas une bonne équipe de National League, mais qui réussit quand même on réussit à le voir, à avoir des bons flashs du jeune et tout. Je pense que c'est pas trop se tromper de dire qu'il a de bonnes chances d'être drafté. Après, c'est pas une science exacte. Ça veut pas dire que c'est 100% sûr qu'il va être drafté parce qu'il joue en National League. Mais clairement, il a un potentiel intéressant pour les équipes de NHL. On oublie, faut juste oublier la National League. On parle du joueur. Le joueur a le potentiel pour être appelé en NHL. Maintenant, c'est une mauvaise nouvelle pour Cloton parce que je pense qu'il va avoir encore besoin d'une année. L'avantage d'un garçon comme ça, c'est que s'il ne joue pas sa première année en NHL, il peut aller jouer en AHL. Comme il vient de l'Europe, c'est un peu le problème là, de Slavoski avec Shane Wright. Comment il s'appelle le jeune? Shane Wright. Ils n'ont pas le même souci les deux, mais il pourrait jouer en AHL et faire ses armes un peu comme Yannis Moser a fait un peu plus jeune. Alors, je pense que oui, c'est un garçon qui va faire le saut relativement vite de l'autre côté. Oui, donc un joueur à suivre. Il y a Fabrice qui vient tout juste, je ne sais pas s'il vient de se joindre à nous, mais il vient de commenter pour la première fois ce soir. Je vais rapidement répondre à ces 2 questions qu'il nous a dit. Il nous a dit donc Richard Grönborg n'entraînera pas en NHL. Moi, je ne suis pas une surprise, j'y ai jamais cru de toute façon. L'autre question, il nous a demandé, avez-vous déjà parlé des Sabres? Rasmus Dahlin explose en ce début de saison. Incroyable. Et honnêtement, ça va être un monstre à 2 têtes en défense avec Rasmus Dahlin et Owen Power. Cette équipe-là a 2 numéros 1 comme défenseurs. Ce sera une équipe qui sera à regarder dans les prochaines années. Je pense pas que les Sabres, ça va tenir sur le long terme. Il y a quand même des grosses équipes dans leur division. Tu vois, eux, ils ont quand même compris. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite, avant même que le début de saison commence, rallongé leur entraîneur. Tout de suite.
pour annoncer la couleur et partir dans la dynamique dans laquelle ils veulent aller. Et je pense que on sait que la direction des Sabres est assez mouvant, là. C'est assez compliqué, mais elle est plaisante à voir. Et puis Thompson qui a aussi signé pour 2-3 ans. Alors, on veut aller là-dessus. Et c'est aussi une équipe que j'aurais pu, c'est vrai, mettre. Parce qu'ils sont intéressants à regarder jouer. Hein. Je ne sais pas si les gens ont regardé, mais ils sont intéressants à voir jouer, mais encore trop juste. Pas prêt. Mais par contre, c'est vrai que ces deux défenseurs-là, c'est assez incroyable. Ben, c'est drôle parce qu'on a parlé de plusieurs équipes ce soir. On a parlé des Devils du New Jersey, des Red Wings de Détroit, des Sabres de Buffalo. J'ai l'impression que ces trois équipes-là sont un peu au même niveau. Là. Les jeunes prometteurs qu'on a repêchés là, sont rendus à un niveau acceptable. Maintenant, c'est de bien les entourer. On va être juste pour les playoffs. Je pense pas que ces trois équipes-là vont nécessairement faire les playoffs, mais c'est quand même hyper intéressant. Il y a aussi, tu parlais de la prolongation de Tage Thompson. Il y a aussi une prolongation d'un défenseur. Écoute, je cherche son nom. Là. Je pense que c'est... le nom m'échappe, là, mais ils l'ont signé pour 7 ans à 5 millions par année. Le mec n'a pas un but en NHL. Mais c'est la nouvelle mode de la NHL de signer des joueurs pour ce qu'on pense qu'ils peuvent donner et non pas ce qu'ils ont fait. On signe le potentiel. On signe pas la fiche technique. On signe le potentiel du joueur et où on pense qu'on va l'amener. Et sur qui et quoi on veut construire l'avenir. Et ça, c'est très, très important parce que si vous ne faites pas ça, vous signez les joueurs une année à la fois, c'est impossible à construire. Et vous ne pouvez pas. Ouais. Donc, voilà pour les Sabres de Buffalo. On est allé rapidement, mais merci à Fabrice pour sa question. Il a raison. Les Dahlin Sabres... est très, très bon. Oui, Dahlin et en même temps, ça revient un peu avec ce qu'on disait plus tôt. Un défenseur, c'est long. C'est un grand défenseur. C'est un gros défenseur. Il est rentré dans la Ligue nationale à 18 ans, mais c'était peut-être un peu trop tôt. Pour moi, Jack Hughes, c'est un petit peu trop tôt qu'il commence à 18 ans. Pour moi, Slavkovski, c'est aussi limite qu'il commence à 18 ans. Des joueurs comme ça, ça prend quelques années avant qu'ils se développent. Pour un défenseur, c'est encore plus dur, surtout dans une équipe perdante comme les Sabres de Buffalo. Mais là, Dahlin vraiment a pris un niveau assez remarquable cette année. Ouais, on revient toujours à la maturité aussi. Hein? Oui, exactement. Intellectuelle et physique. Et ça, tu peux pas aller plus vite que le temps. Hein? Non, voilà. C'est si bien dit, Danny. Merci beaucoup. Merci pour cet épisode d'Overtime NHL, Danny. Très heureux de te retrouver. On va te revoir certainement un peu plus tard dans la saison. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je rappelle à Sergueï qu'on va t'envoyer avec plaisir l'écharpe et à tous nos auditeurs également qu'on va faire quelques tirages tout au long de la saison. Donc, restez à l'écoute. Et pour Fabrice, parce qu'il nous a confirmé qu'il venait d'arriver sur Overtime NHL, je lui rappelle à lui et également à tout le monde que cet épisode va être à retrouver sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud et Spotify dans la soirée ou demain matin. Donc, pour nous écouter pendant 1h15 sur la route, c'est rien de mieux. Voilà. Voilà ce qui conclut ce nouvel épisode d'Overtime NHL. On va se donner rendez-vous là, dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Bonne fin de soirée, Danny. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Bye bye.